Alors, bonjour tout le monde. Comme Émilie disait, en fait, moi, je travaille à l'herbier Loup-Marie. Donc, dans le cadre de mon travail, je suis technicienne en travaux de recherche et d'enseignement. Je suis biologiste. Et dans le cadre de mon travail à l'herbier Loup-Marie, c'est moi qui s'occupe de l'acquisition de données, là, donc des bases de données, tout ce qui se passe en relation avec l'informatisation de l'herbier. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, tout d'abord, faire juste une petite introduction, là, qu'est-ce que l'herbier-loup-Marie. Je vais vous parler aussi de qu'est-ce qu'on constate une donnée dans un herbier, l'informatisation de notre herbier, mais ensuite comment on partage cette information-là avec le monde entier. Donc, rapidement, l'herbier Loup-Marie a été fondé en 1962 à l'Université Laval. Il y avait déjà des petits herbiers sur le campus, là, un petit peu partout, foresterie en biologie. Puis, on a reçu le don du père Louis-Marie quand l'Institut d'Oka a fermé, parce que, dans le fond, l'agriculture allait être transférée ici à l'Université Laval. Donc, on a décidé de tout regrouper, les petits herbiers qu'il y avait sur le campus, avec la collection du père Louis-Marie et de nommer l'herbier en son honneur. Euh, la provenance des spécimens est principalement québécoise et canadienne à 95. Les récoltes sont de 1850 à... Je suis sûre qu'il y en a de 2025. Là, je suis certain que quelqu'un a récolté une bryophyte ou un lichen cet hiver. Euh, on est le plus grand herbier universitaire au Canada. Donc, dans un herbier, on ne collectionne pas seulement que les plantes, on conserve aussi autre chose. On a même des bactéries sous la forme de cyanobactéries, soit elles-mêmes ou à l'intérieur des lichens. On a aussi des protistes, principalement les algues brunes. On conserve des plantes et on conserve aussi des champignons. Puis, entre les deux, il y a aussi les lichens qui sont une association entre une algue et un champignon généralement. Notre collection est principalement composée de trachéophytes, là, les plantes vasculaires, à 78 puis 22 pour nos autres collections, bryophytes, lichens, algues, champignons. Simplement pour vous montrer très rapidement, je pense que les plantes vasculaires sont celles que tout le monde reconnaît le plus facilement. C'est nos plantes à fleurs, nos arbres, tout ce qui se rencontre quand on marche en nature. Juste pour vous montrer aussi une petite idée, là, à quoi ça ressemble des avasculaires, des lichens, des algues. C'est ce qu'on trouve dans notre collection. Donc, avant le début des années 2000, la collection d'herbiers était classée en ordre phylogénétique, puis en ordre géographique dans nos classeurs. Elle est encore, en fait, c'est la façon la plus classique là, d'organiser un herbier. Euh, mais vous pouvez vous imaginer, si je cherche une plante en particulier, une espèce, donc vu que c'est en ordre phylogénétique, je vais par famille, par genre et par espèce, c'est tout à fait simple d'aller chercher tous les spécimens d'une espèce. Mais si je veux chercher, par exemple, tous les spécimens qui auraient été récoltés dans la région de Lévis, là, vous pouvez vous imaginer le travail d'aller dans chacune des armoires et chercher pour chaque espèce si j'ai des plantes collectionnées dans telle région ou à telle date. Donc, ça, c'était notre plus beau problème. Et on a fait à plusieurs reprises le tour de l'herbier au complet là, pour différents projets, pour sortir tous les spécimens de certaines régions du Québec, entre autres. Donc, c'est né, l'informatisation des herbiers, en fait, c'est né un peu tout en même temps. Au début des années 2000, tout le monde voulait se trouver de meilleures façons d'organiser leurs herbiers. Donc, qu'est-ce qu'une donnée dans un herbier? Ce qu'on appelle une donnée, en fait, c'est une donnée d'occurrence de biodiversité et c'est basé sur l'espèce. Donc, chacun des spécimens dans notre herbier a un nom de taxon. Donc, une occurrence, c'est un objet physique, la plante elle-même, puis les informations de l'étiquette de récolte. Donc, ça peut ressembler un petit peu à ceci, là. On a la plante qui est collée sur le carton. Puis ensuite de ça, on a plusieurs informations qui peuvent être associées, là. Généralement, il y a minimalement la plante et l'étiquette qu'on voit dans le bas, là, complètement dans le coin inférieur droit. Ça, c'est le minimum. C'est l'information qui a été collectionnée, qui a été récoltée en même temps que la plante. Ensuite de ça, il y a plusieurs autres petites étiquettes qui peuvent se retrouver sur un spécimen. C'est souvent des annotations taxonomiques. Donc, la plante peut avoir ou bien mal été, déjà juste au départ, mal été identifiée, ou sinon, il y a eu des changements taxonomiques. On trouve aussi plusieurs autres petits, les étampes, les codes barres. Ça, c'est plus sans rapport avec l'organisation de la collection, là, pour y donner un numéro unique comme un objet de musée, euh,
toutes sortes de petites informations là, pour dire qui l'a donné ou des choses comme ça. Donc, les sources de biodiversité sont diverses. Bon, nous, on est une collection de sciences naturelles, mais on peut avoir des données de biodiversité dans des collections vivantes. Je pense entre autres au jardin botanique. On peut aussi avoir des observations terrain, des données de monitoring, qui sont aussi des données de biodiversité qui peuvent être toutes partagées un petit peu de la même façon que je vais vous expliquer tout à l'heure. On a même aussi des données de biodiversité maintenant avec iNaturalist. Quand on prend une photo avec son téléphone puis qu'on dépose ça dans iNaturalist, c'est aussi une information de biodiversité basée sur un taxon. Pardon. Ces informations-là peuvent être utilisées de différentes façons. La façon la plus classique, c'est sur la taxonomie, la phylogénie, pour identifier les plantes. Mais ensuite de ça, quand on met toutes ces données-là ensemble, ça devient des grandes sources de données pour la conservation, l'aménagement du territoire. Puis ben, en fait, maintenant aussi, on pense à la réponse au changement climatique. Là. Il faut d'abord savoir ce qui existait dans le passé, bien informé sur notre terrain avant de pouvoir protéger quelque chose. Nos données peuvent être utilisées aussi par les gouvernements, les universités, euh, en fait, principalement des chercheurs, souvent dans les musées ou dans les universités. Mais on a aussi le grand public qui vient consulter les collections d'herbiers. Là. Il y a des botanistes amateurs qui sont en fait des très bons amateurs, là, même beaucoup plus férus là, que nous. Puis on a aussi des artistes qui peuvent venir s'informer de nos collections. Pour un artiste, peut-être que la donnée de biodiversité telle qu'elle n'est pas particulièrement intéressante, mais par exemple, les photos qu'on publie en ligne peuvent les intéresser pour s'inspirer. Donc, d'abord, l'informatisation de la collection, comme je l'ai dit, c'est parti d'un besoin à l'interne, en fait, de savoir ce qu'il y avait dans notre collection là, pour mieux l'utiliser. Donc, nous, on le fait depuis le début des années 2000. Il y a plusieurs niveaux d'informatisation qu'on peut avoir dans notre collection. Le premier, je l'appelle le catalogage. En fait, ce niveau-là, c'est l'information minimale qu'on peut partager sur la collection. C'est la façon, c'est probablement la façon la plus rapide de rentrer les informations. Ça permet de partager quand même un minimum d'informations pour dire à tout le monde qu'est-ce qu'on a dans notre collection. Même pour nous, en fait, là, parce que présentement, si quelqu'un m'appelle pour me demander si j'ai des spécimens de telle espèce en telle année, il y a des chances que je sois obligée d'aller voir physiquement dans la collection pour donner la réponse. Ensuite de ça, il y a ce que j'appelle le niveau de base. Ça, c'est simplement les informations brutes, là, du spécimen en tant que tel. Donc, la photo du spécimen, des informations qu'on a extrait de l'étiquette elle-même, sans plus. Le niveau plus régulier, ça serait ce deuxième-là. Donc, on aurait une précision sur la taxonomie. Il y a déjà un nom d'espèce sur le spécimen, mais en fait, on va le comparer avec une base de taxonomie pour s'assurer que le nom y est bien valide. Il y a aussi un géoréférencement qui peut être fait, là, surtout sur les vieux spécimens qui n'ont pas de coordonnées géographiques. C'est possible d'aller préciser cette information-là aussi pour que le spécimen ait un peu plus de valeur. Ensuite, il y a le troisième niveau que j'appelle étendu. Celui-là, c'est généralement pas nous qui allons le faire à l'herbier, mais c'est plus stimulé par l'informatisation de la collection. Donc, une fois que les données sont disponibles et que les gens commencent à utiliser la collection, même qu'ils l'empruntent, en fait, souvent qu'ils viennent la consulter sur place, on peut extraire des nouvelles données, là, soit des données de phénologie ou plus de mesures sur certains spécimens, des traits fonctionnels. Puis ça, ces informations-là peuvent être rendues disponibles et reliées à nouveau avec le spécimen original. Donc, c'est des données qu'on peut extraire après la collecte, quand les spécimens sont déjà dans notre collection. Donc, pour vous donner une petite idée, là, à partir du spécimen de base, tout ce qui peut être fait, donc par exemple, des séquences d'ADN qui peuvent être extraites, à ce moment-là, on peut aller relier les bases de données d'ADN au spécimen pour faire revenir l'information de base de la phylogénie. On peut aussi avoir plus d'informations sur les collectionneurs. Donc, il y a tout plein d'informations qu'on peut interrelier pour rendre notre spécimen plus complet. Ensuite, le dernier niveau d'informatisation,
C'est plus pour la gestion physique. Donc, la gestion physique, c'est vraiment dans nos bases de données à l'interne. C'est pas quelque chose qu'on va partager nécessairement avec le grand public, mais c'est pour nous permettre de mieux gérer la collection. Donc, la gestion des prêts, des notes sur l'état de conservation, des localisations dans notre collection, plus des choses là, pour nous. Donc, on est rendu à 42% de notre informatisation, avec 22% des photos qui sont effectuées. Là, les photos, ça fait moins longtemps, mais ça va assez rapidement. Donc, j'espère qu'un jour, là, les deux barres vont pouvoir se suivre ensemble à mesure. Euh, on y va au rythme de notre capacité. Donc, on a beaucoup de bénévoles, on a des étudiants qui travaillent avec nous, puis on le fait du mieux qu'on peut avec nos ressources. En fait, on n'est pas tout seul, là. Tous les herbiers dans le monde avancent un peu à ce rythme-là aussi, là. Il y en a certains gros qui ont beaucoup de moyens, mais pour la plupart, là, on se ressemble tous à ce moment-ci, là. Donc, une fois qu'on a ces données-là, puis même si nos collections sont pas toutes informatisées, il y a moyen déjà de partager cette information-là avec tout le monde pour leur dire ce qu'on a en ce moment au moins minimalement d'informatisé. Donc, nous, on passe notre dépôt de données privilégié, c'est le GBIF, donc Global Biodiversity Information Facility. C'est un dépôt de biodiversité mondiale. Ça a été créé, en fait, ça vient d'une recommandation de l'OCDE, d'un comité de taxonomie de l'OCDE, qui en 99 a demandé qu'il y ait une organisation qui soit créée pour partager les données de biodiversité mondialement. Donc, on reconnaissait déjà que dans toutes nos collections de sciences naturelles, mais dans toutes les universités, partout, on avait des données de biodiversité qui étaient très difficilement accessibles. Donc, c'est drôle, là, c'est d'un organisme qui s'occupe de l'économie, mais en fait, on voit comment les deux peuvent être interreliés. Donc, en 2001, le GBIF a été fondé. Donc, il est financé par plusieurs pays. Chaque pays qui a un membre votant euh, paye un montant annuel, en fait, pour ça, puis peut prendre des décisions avec les autres membres du GBIF. Donc, de 2001 à 2009, il y a eu surtout l'élaboration de la plateforme, toutes les meilleures pratiques qui ont été adoptées. En fait, le GBIF propose aussi les standards à utiliser pour qu'on puisse tous partager nos informations entre nous. Il propose aussi des outils open source pour bien valider nos informations, puis les rendre uniformes. Donc, ça regroupe, diffuse des connaissances sur les espèces provenant de toutes sources, là. Donc, autant anciennes, là, autant des spécimens du 18e, 19e, surtout du 19e siècle, que des données très récentes, comme je disais tout à l'heure, là, qui nous viennent de nos téléphones quand on prend des photos puis qu'on les diffuse sur iNaturalist. Donc, tout ça répond aux questions qui, quand, où. Donc, c'est toujours basé sur le taxon. Il y a toujours une espèce à la base, mais on veut savoir quand elle a été vue ou récoltée et où. Nous, au Canada, on dépose, en fait, notre membre votant au GBIF, c'est Agriculture Canada à Ottawa. Mais il y a un deuxième nœud, parce que ça fonctionne, en fait, les membres votants, là, c'est comme il y a des nœuds dans chacun des pays. Nous, le nœud qu'on utilise le plus, c'est Canadensis, qui est un nœud participant qu'on appelle les non-votants, mais qui est le plus actif. En fait, c'est un regroupement. À la base, c'était un regroupement des collections universitaires, mais là, on est quand même un peu plus que ça dans le nœud. Et il est basé à Montréal, à l'IRBV. Donc, ce que le nœud fait, en fait, c'est un facilitateur. À Canadensis, il y a des gens qui s'occupent, les gestionnaires du nœud s'occupent de nous aider à transférer nos données vers le GBIF. Donc, quand on transfère à Canadensis, là, il y a une validation des données qui est faite aussi avant que ça monte jusqu'au GBIF pour s'assurer que tout est correct. C'est aussi un mobilisateur de données parce que dans chacun des nœuds, dans chacun des pays, les gens ils connaissent les collections qu'ils ont autour d'eux. Tu sais, nous, on ne sait pas les collections qui se trouvent en Suisse. On connaît nos petites collections locales, mais c'est ce qui facilite la mobilisation des données, justement, que chacun puisse avoir des contacts autour d'eux. Donc, une fois que notre jeu de données est prêt, on le fait monter jusqu'au GBIF. Là, on va voir les étapes tout à l'heure. Et nous, à l'Université Laval, en fait, on fait un pas en arrière
Et on aide les petites collections aussi. On a les collections de l'UQAR, de l'UQTR et de l'Herbier du Québec à qui on partage notre structure de base de données à l'interne pour qu'ils puissent aussi informatiser leur collection. Fait que de mon côté, moi, je suis un lien avec ces petites collections-là pour les aider à transférer leurs informations sur Canadiensis et le GBIF aussi. Donc, c'est une collaboration qu'on a avec plusieurs herbiers comme ça. Donc là, il y a un petit peu de terminologie parce que il y a un petit morceau peut-être là qui est pas clair pour tout le monde. En fait, bon, les données, je pense que tout le monde comprend qu'est-ce que c'est des données. C'est les informations brutes qui sont sur les spécimens. Donc, un nom de localité, un nom d'espèce, des choses comme ça. Puis les métadonnées, c'est les données à propos des données. Donc, les métadonnées nous permettent de contextualiser, d'organiser, de structurer nos champs de données pour qu'on se puisse se faire comprendre entre nous. Il y a comme un élément supplémentaire dans le GBIF, en fait, ce qu'on appelle les métadonnées du jeu de données. Souvent, en fait, quand on partage des jeux de données, on va déposer comme un README ou quelque chose comme ça qui va un peu décrire qu'est-ce qu'il y a dans le jeu de données. Nous, on les appelle aussi les métadonnées. Donc, c'est les métadonnées du jeu de données. C'est en forme EML, donc il y a toujours un fichier EML qui va suivre un jeu de données. Et ça va décrire un peu la couverture géographique et taxonomique du jeu de données, qui l'a publié, qui on peut contacter si on a des questions. Juste pour revenir sur les métadonnées, en fait, l'exemple que je donne, c'est une date. Si je mets juste une date comme ça dans un jeu de données, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, quand je l'associe à sa métadonnée, puis je dis c'est earliest date collected, là, on comprend, ah, OK, c'est la date de récolte. Donc, sans les métadonnées, c'est un peu difficile de savoir ce que ça veut dire. Donc, on va faire un petit peu le tour de comment on dépose au GBIF, parce que je trouve qu'ils ont quand même très bien formalisé la méthode pour déposer, puis que chacune des étapes, en fait, est bien décrite, puis il y a une façon de procéder là, qui rend finalement simple un peu le processus. D'abord, on détermine notre classe de données. Moi, je vous parle d'occurrence depuis tout à l'heure. En fait, nous, c'est ce qu'on dépose, des données d'occurrence. Donc, ça documente chacun des individus dans un lieu, un moment précis, là, qui, quand, où. Mais on peut déposer aussi juste des métadonnées. Ce qui veut dire que si moi, j'ai une collection qui n'est pas du tout informatisée en ce moment ici, mais je veux partager avec le monde entier pour au moins leur dire que j'ai cette collection-là qui existe, je pourrais, par exemple, juste déposer les métadonnées du jeu de données. Donc, simplement la décrire, dire combien de spécimens que j'ai, expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Puis, comme ça, si au moins, même si les données sont pas là, quelqu'un pourrait communiquer avec nous puis venir consulter la collection directement. On peut aussi faire des checklists. Puis on a aussi, ce que je trouve intéressant, c'est les données sur des événements d'échantillonnage aussi, parce que dans les champs de base, en fait, qu'on dépose, parfois, il n'y a pas nécessairement tant de place pour donner plus d'informations. Donc, on peut associer d'autres fichiers juste pour l'échantillonnage. Donc, on pourrait avoir un fichier de mesure. Puis chacune de ces lignes-là est associée en fait à notre spécimen parce que les deux ont le même numéro. Donc, ça nous permet de donner plus d'informations en annexe. Donc là, il faut transformer les données. Nous, ce que GB propose, en fait, c'est le Darwin Core. C'est un jeu de termes standardisé pour décrire une structure d'information de biodiversité. Le Darwin Core, il est inspiré en fait du Dublin Core que vous connaissez probablement dans les bibliothèques, là, qui décrit n'importe quelle source d'information sur le web. Mais dans le fond, on l'a précisé pour des données de biodiversité. Il y a toutes sortes d'autres langages aussi qui peuvent être adaptés. Je sais par exemple qu'aux États-Unis, ils utilisent beaucoup ABCD, qui existait un petit peu avant le Darwin Core. Il y a une façon là, de transposer les informations pour euh, qu'il y ait un mapping là, entre le Darwin Core puis ABCD pour qu'on puisse se comprendre. Donc, on utilise un peu de vocabulaire contrôlé, mais pas tant que ça. En fait, bon, évidemment, là, le Darwin Core pour les jeux de termes, pour que tout le monde décrivent les mêmes informations dans les mêmes champs. On a quelques champs aussi qui peuvent avoir des valeurs définies.
la taxonomie, comme je disais tout à l'heure, là, qui va aller faire référence à des listes officielles de taxons pour s'assurer que les noms sont valides ou en fait que le nom complet existe. On peut aussi avoir des formats de date là, qui vont préciser la façon d'écrire la date. Par contre, on est assez libre dans le reste des champs, ce qui veut dire que c'est à nous de décrire, en fait. Les informations sont tellement variables en biodiversité que c'est difficile de tout standardiser. Puis, en même temps, c'est volontaire de ne pas toujours standardiser, puis de laisser les métadonnées une liberté pour rajouter des termes à mesure que la science avance. C'est juste, en fait, au début du Darwin Core, il y avait comme moins d'informations à propos de tout ce qui a rapport avec la biomoléculaire ou la génétique. Puis maintenant, on rajoute des termes, puis on rajoute des façons là, d'intégrer toute cette information-là au Darwin Core. On utilise aussi URI pour décrire les collections. Donc, un registre de collection. Chacune des lignes de données dans un jeu de données va avoir le nom de la collection. Peu importe où que la donnée se retrouve, là, si les informations sont mélangées entre les collections, on a toujours chaque spécimen a son lien vers sa collection. Donc, simplement, rapidement, pour vous montrer que, en fait, tous les champs qu'on a dans notre base de données à l'interne ne sont pas nécessairement transférés dans un Darwin Core pour être exposés au public. Il y a des champs qu'on va garder à l'interne, puis au contraire aussi, il y a des champs du Darwin Core que nous, on n'utilise pas particulièrement à l'interne. Là. Donc, un numéro d'institution ou une licence, pour nous, dans notre base de données, ça fait moins de sens. C'est moins nécessaire à l'interne. Donc, c'est des choses qu'on va juste intégrer au fichier quand on le dépose. Puis, ben, comme je vous disais tout à l'heure, tous les champs de gestion de la collection ne seront pas exposés au public. C'est pas nécessaire. Ensuite, on télécharge, là, ce que je vous ai pas dit, en fait, c'est que ce qu'on fait avec ça, une fois que les champs sont en Darwin Core, on crée des fichiers CSV ou tab. C'est la façon, là, le flat file, c'est la façon de déposer nos données. Donc, on dépose le jeu de données, excusez, sur le IPT, qui est l'outil de publication de Canadensis. Donc, à partir de ce moment-là, je peux mapper mes données. Donc, on a tout un outil là, sur Canadensis pour faire le lien entre nos champs et celui-là de la base de données de GBIF pour que toutes les informations se retrouvent dans les bons champs correspondants. Ensuite, on ajoute les métadonnées. Ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les métadonnées du jeu de données. Donc, c'est important quand bon, la première fois, évidemment, de décrire notre jeu de données, mais si on rajoute des champs, des données au jeu et qu'on redépose, parce que là, 42%, nous, on fait un dépôt peut-être à peu près annuel pour ajouter des données. C'est bon d'aller réviser les métadonnées là, pour voir si il y a la couverture taxonomique et géographique a changé. Donc, ça aussi, on a toute une page web là, pour aller décrire. Puis ensuite, de cette page web-là va être créé le fichier EML qui va suivre le jeu de données. Ensuite, on publie. Je dis le rendre le jeu aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire. Dans le cas de données de biodiversité, évidemment, on n'a pas nécessairement d'informations sensibles au niveau de la personne. Il n'y a pas de numéro d'assurance sociale ou des choses comme ça. Par contre, il peut avoir des données sensibles au niveau des localisations, par exemple, de plantes rares. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut vouloir retenir. Pour le moment, nous, dans nos bases de données, on l'a pas fait, mais on pourrait rendre moins précises les coordonnées et l'indiquer par contre. Ça veut dire que quand les gens vont consulter la donnée, il va avoir une information qui va dire données retenues, données sensibles retenues. Donc, au moins, la personne sait qu'il y a quelque chose de plus et tout dépendant du besoin, à ce moment-là, peuvent demander les informations. On va pouvoir juger si c'est important de leur donner. Donc, on adhère au principe FAIR, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, et on partage notre jeu de données en CC0 pour qu'il soit le plus ouvert possible. Euh, c'est pas une création, en fait, c'est pas très grave si on le dépose en CC0. Et chacune des lignes d'occurrence dans un fichier a toujours son appartenance. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas vouloir le partager en entier, aussi ouvert que possible.
Et enfin, on inscrit le jeu de données. Donc, inscrire le jeu de données, ça veut dire lui donner un identifiant unique pérenne, le DOI dans notre cas. C'est Canadensis qui enregistre, qui attribue le DOI avant de transférer le jeu de données sur le GBIF. Donc, le DOI, ce qui est le fun, c'est que la façon que ça fonctionne sur GBIF, il y a une façon de ramener les données à la collection pour qu'on sache comment nos données sont utilisées. Donc, c'est une des choses les plus intéressantes à propos de ça. Donc, ça permet de reconnaître, de créditer aussi les collections qui ont contribué à différentes recherches. Je vais vous montrer un exemple justement dans ce sens-là. Bon, ça, c'est l'exemple de la référence pour notre collection de plantes vasculaires. Donc, le DOI généré par Canadensis, c'est toujours le numéro 10.5886, là, c'est qui représente Canadensis, et un numéro, en fait, un jeu de chiffres et de lettres là, qui représente ce jeu de données-là. Donc, si je rajoute des données dans le futur, dans mon jeu de données de plantes vasculaires, il ne va pas changer de DOI. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un nouveau numéro de version. Donc, tant et aussi longtemps que ce jeu-là existe, on va pouvoir toujours le suivre avec son DOI. Puis simplement, quand on le cite, on inscrit la version à laquelle on est rendu, laquelle on a utilisée. Et puis ça, c'est simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble, là, notre page pour cette collection-là sur le GBIF avec notre représentation géographique, comme je vous disais tout à l'heure, là, principalement québécoise et canadienne. Ça se montre bien sur la carte. Puis on voit dans le haut, le petit DOI est en haut dans le coin supérieur et il suit toujours le jeu de données. Mais en fait, la raison pourquoi on dépose les données sur le GBIF, c'est qu'on va pas, c'est très rare quelqu'un qui va vouloir juste consulter le jeu de données de l'herbier Louis-Marie. Ce qu'on veut, c'est mettre toutes nos données de biodiversité en commun pour pouvoir toutes les chercher en même temps. C'est ça l'intérêt. Donc là, présentement, si on regarde la page GBIF, là, je pense que cette slide-là date d'à peu près un mois, il y avait 3 milliards d'occurrences sur le GBIF dans 111 000 jeux de données différents. Donc, je l'ai fait un petit exemple. Si par exemple, je m'intéresse à l'espèce Pinus nigra, un pain noir, et je la cherche dans le moteur de recherche de GBIF, lui, il va aller chercher parmi tous les jeux de données. Dans ce cas ici, là, il y en avait à peu près 11. J'ai mis quelques exemples de jeux de données qui ont été consultés, en fait, duquel des données ont été extraites. Et plus à droite, ça montre mes résultats simplement dans une page en ligne. Je peux peut-être juste consulter, peut-être que je vais pas plus loin que ça, je vais juste consulter quelques informations, ou peut-être que je veux télécharger ce jeu de données-là. Alors, ce jeu de données-là, c'est pas un jeu de données de juste un endroit, un détenteur de données. C'est l'association de plusieurs jeux de données. Donc, lui-même a son nouveau DOI qui va rester pour tout le temps. Ce que ça donne dans ce cas ici, j'ai 878 occurrences qui ont été ciblées appartenant à 11 jeux de données. Puis là, ça, c'est quand je clique sur mon DOI, j'ai une page sur le GBIF qui m'explique la recherche que j'ai faite et le nombre de jeux de données qui sont sortis. Donc, je peux toujours retélécharger le jeu de données que je viens de créer avec ma recherche. Ensuite de ça, si le jeu est utilisé, comme dans ce cas ici, dans un article scientifique, euh, les gens qui utilisent le jeu de données sont obligés de le citer. C'est une bonne pratique de toute façon en sciences, là, de citer ses sources. Donc maintenant, on le cite dans notre article ou dans les références. L'important, c'est que le DOI apparaisse quelque part dans notre article scientifique. Ce que ça fait, quand le DOI se retrouve sur DataSite, le GBIF peut le récupérer, puis indiquer chacune des collections qui avaient contribué au jeu de données. Donc, chacun a une citation supplémentaire. Et si on va sur une des collections et qu'on regarde pour le jeu de données, on voit dans ce cas ici tous les articles scientifiques dans lesquels certaines des données des jeux de données ont été utilisées. Donc, pour nous, pour une collection, c'est super intéressant parce que ça démontre où et quand notre collection est utilisée, mais ça démontre aussi l'importance des collections de biodiversité. Là, on a tout le temps un peu l'image d'une vieille collection et un peu poussiéreuse dans le bas d'un sous-sol, là. Mais en fait, les données de biodiversité, même celles avant, sont utilisées très régulièrement dans des recherches modernes.
Donc, pour finir, en fait, je veux juste vous montrer. En fait, ça, c'est un graphique de management, là, la pyramide des 4 niveaux d'information. Mais en fait, ça montre un peu où constitue dans les collections de sciences naturelles. Donc, nous, on est à la base de la pyramide. On a les données. On détient les données brutes. On les transforme en informations structurées pour les partager. Mais ensuite de ça, c'est aux chercheurs d'en faire quelque chose, d'en faire des apprentissages, des comparaisons pour finalement les utiliser pour prendre des décisions et porter des actions. Donc, c'est un peu c'est à nous de pouvoir les partager parce que maintenant, c'est encore beaucoup pas assez connu, pas encore assez partagé, pas assez diffusé. C'est des grandes collections avec beaucoup d'informations très précieuses. Donc, nous, on est là, on est, on veut partager le plus possible ces informations-là et c'est ça, à ça que sert le GBIF. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire ce matin. Donc, on a fait le tour, on a montré un petit peu comment on informatise à l'interne, mais comment on partage aussi nos données. Puis, comment le GBIF est devenu un outil important en biodiversité, en fait, dans les dernières années, là. Je pense que juste 2, 3 ans, il y avait 2 milliards d'occurrences. On est rendu à 3 milliards. Les gens sont de plus en plus intéressés, là, à diffuser sur ce grand portail. Donc, je vous remercie.